Bonjour Thomas, Bonjour Alexandra. je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison, une troisième saison de Trésors d'archives déjà. Moi aussi. Et donc cette fois-ci, on a souhaité s'intéresser à la manière dont les archives du Palais Princier font l'acquisition de nouvelles pièces, de nouvelles archives, de nouvelles œuvres ici pour le Palais, pour la famille Grimaldi. Comment est-ce que ça se passe là? Avec nous, on a plusieurs exemples, des acquisitions récentes Très que vous récente, avez effectuées. quelques mois en arrière effectivement. On a vraiment tout type de documents avec nous. On va commencer peut-être par celui-ci. Oui, parce qu'effectivement, c'est peut-être la vocation première des archives du Palais de constituer un fonds de documents historiques autour de l'histoire de la dynastie. Alors bien sûr que par définition, les archives du Palais conservent beaucoup de manuscrits des princes, mais forcément pas tous, puisque la correspondance qui est envoyée A pour but d'être envoyé. absolument, et et de ne d'être pas revenir. conservée par le destinataire ou par ses héritiers, ses ayants droit. Et lorsque le contenu est intéressant, il ne s'agit pas de collectionner pour avoir un autographe évidemment de prince, il n'y a pas une logique de collectionneur, il y a une logique de constitution d'un fonds historique et de rassembler la documentation la plus pertinente pour être un matériau pour les historiens. Qui fait sens pour retracer l'histoire de De la la principauté et de la dynastie, et pour compléter ce qui, évidemment, est déjà dans les archives. Mais les archives, ça peut être aussi d'ailleurs une idée reçue, ne sont pas des archives qui sont définitivement constituées. Il y a une nécessité, évidemment, d'acquisition pour compléter les fonds qui sont venus naturellement au sein des archives, c'est-à-dire qui sont produits par le prince, sa famille, les services de la maison souveraine. Donc les archives du palais ont été constituées historiquement comme ceci. Mais effectivement, les expéditions, par définition, sont à l'extérieur du palais, à l'extérieur même de Monaco, et il faut parfois effectivement essayer de rapatrier des documents dans la mesure où ils ont un intérêt, un contenu historique particulier. Alors c'est le cas de cette lettre du prince Albert Ier que nous avons acquise il y a quelques mois. Alors, en plus, la lettre a été récupérée avec son enveloppe d'envoi, donc au monogramme couronné du prince Albert Ier, adressée à M. Jacques Dorel au journal 100 rue de Richelieu à Paris. Et donc là, très certainement, il répond à une enquête pour un journal, une enquête sur ses goûts littéraires. Une sorte d'interview Absolument. sur son quotidien, sa vie. Une interview écrite, j'allais dire presque peut-être comme le questionnaire de Proust. Vous voyez, c'était très à la mode à l'époque, donc d'interroger les illustres, les célébrités sur un goût particulier. Et donc là, c'est sur son goût littéraire, ce qu'il lit. Finalement, c'est la question qu'on poserait dans une émission littéraire aujourd'hui, La Grande Librairie ou Apostrophe pour des temps plus anciens. Et cette lettre est particulièrement intéressante parce que, justement, dans les archives que nous conservons du prince Albert Ier, aussi bien aux archives du Palais d'ailleurs qu'au musée océnographique pour ce qui concerne le prince Albert Ier, il n'y avait pas de témoignage de ses goûts littéraires. Autre ouvrage qui se trouve ici et qui attire l'œil, ce petit ouvrage rouge. Oui. Très bien relié, en marocain, une reliure 18e, mais une reliure 18e qui cache un ouvrage du XVIe siècle, un ouvrage du début du XVIe siècle, puisque cet ouvrage est imprimé à Paris en 1529. C'est les œuvres d'Alain Chartier, secrétaire du roi Charles VII, du roi de France. Et surtout, ce que vous voyez comme particularité, et qui fait que ça a été une acquisition d'il y a quelques mois, c'est l'ex-libris manuscrit. Ex-libris, duc de Valentinois, et ça c'est un axe d'acquisition constant des archives et de la bibliothèque du Palais, d'essayer de reconstituer l'ancienne bibliothèque des princes, qui malheureusement a été dispersée à cause de la Révolution, que ce soit au Palais à Monaco, que ce soit à l'hôtel de Matignon à Paris ou dans leur résidence secondaire du château de Torigny en Normandie. Et là,
outre l'intérêt évidemment d'avoir cet ex-libris, on a quand même un très bel ouvrage très ancien, 1529, avec de très belles vignettes bois gravées. Et pour un ouvrage du début du XVIe siècle, vous voyez, il est très blanc, très large de marge, et ce qui fait qu'au-delà même de l'intérêt pour nous, c'est-à-dire d'un livre qui a été tenu dans les mains, qui a appartenu à un prince de Monaco, donc au prince Jacques Ier en l'occurrence. Donc voilà, c'est assez récurrent parce que la bibliothèque du prince Jacques Ier était constituée de plusieurs milliers d'ouvrages. On essaie d'être vigilant et ça arrive 2-3 fois par an. Alors, Et comment ça se passe justement ? Où est-ce que vous arrivez à les dénicher, ces trésors ? Il faut avoir un système, je dirais, de veille en recevant les catalogues des ventes publiques, les catalogues de libraires spécialisés en livres anciens, et puis les choses sont facilitées un petit peu aujourd'hui par les alertes que nous fournissent les outils informatiques et notamment Internet. Mais il faut être justement vigilant puisque parfois l'ex-libris, duc de Valentinois, on ne va pas chercher forcément le prince de Monaco derrière le duc de Valentinois. Et lorsque l'expert fait bien son travail, il va évidemment identifier le prince Jacques Ier de Monaco. Là, il faut bien avouer que c'est une plus-value et que nous risquons, que ce soit en vente publique ou sur une liste d'ouvrages à prix marqué, nous risquons de le payer plus cher que si l'expert, le libraire, fait moins bien son travail et simplement pense que l'ouvrage étant vendu pour ce qu'il est et simplement avec une marque d'appartenance d'un aristocrate français du XVIIIe siècle. Il y a un autre type d'archives que vous avez retrouvé très récemment, qui fait partie d'une autre collection, on va dire, des archives du Palais Princier. Oui, une autre typologie, ce que j'appellerais la pièce manquante. C'est-à-dire que nous avons, par héritage, déjà un dossier sur ce sujet. Vous le voyez d'ailleurs, la chemise existe avec une cote C359 et sous cette cote C359 se cache l'affaire de la succession justement du prince Jacques Ier, donc, qui meurt en 1751 et le dossier était déjà relativement fourni, complet, en apparence complet, oui. Effectivement. Et il y a quelques mois est passée en vente publique une pièce qui est la liquidation de cette succession. Donc on est en 1753, il a quand même fallu 2 ans pour régler cette succession qui était importante. On sait que Jacques Ier était collectionneur d'art, était bibliophile. Et entre Monseigneur le Prince de Monaco, donc il s'agit d'Honoré III, et Monseigneur le Comte de Valentinois, donc le frère cadet du prince Honoré III, 24 mars 1753, chez Dupré, maître Dupré, notaire à Paris. Donc cette pièce qui est quand même fondamentale, puisque c'est la liquidation, c'est la pièce finale de cette procédure de succession, eh bien l'expédition n'en avait peut-être pas été faite ou avait été perdue, et en l'occurrence, nous avons préempté sur le marché français, puisque les accords entre la France et Monaco permettent de manière réciproque à l'un ou l'autre État de préempter sur le territoire du voisin lorsqu'il s'agit d'un document qui est considéré comme un document patrimonial et qui est fondamental pour son histoire. Là, nous n'avons pas lésé la France, puisque... Il s'agit d'une copie. Une expédition, absolument. D'une copie, c'est voilà. Une sorte d'original, mais expédié, pas l'original du notaire. Voilà, comme aujourd'hui, effectivement. Qui appartenait aux héritiers. Absolument. Lorsqu'on fait une vente, lorsque nous passons devant notaire, le notaire garde dans ses minutes, effectivement, l'original qui fait foi pour l'autorité publique, effectivement, et donne à chacune des parties une expédition. Et donc là, en l'occurrence, l'expédition qui avait été faite au prince de Monaco était aujourd'hui manquante. Justement, il y a beaucoup de pièces comme ça, successorales, si on peut appeler ça comme ça, oui, de succession. Bien sûr. On est au cœur finalement là de ce que les archives du palais conservent, c'est-à-dire les archives du souverain, de sa famille. Et donc on a, depuis le tout début du XVIIe siècle, depuis la succession d'Hercule, qui est le père d'Honoré II, en 1604, on a, je dirais, une série complète, justement jusqu'à aujourd'hui, donc des pièces liées à la succession des princes, donc des papiers personnels des princes. Et ça, c'est une des vocations des archives du palais, d'être les archives historiques
public du prince et de sa famille. Et pour terminer, rapidement un mot sur un heureux hasard, on peut dire. Oui, alors là c'est effectivement un examen attentif après avoir lu la notice dans, encore une fois, un catalogue de vente publique. Cette lettre, qui est datée de Nice un 8 mars, est signée de Grégoire Jagot. Alors je crois que dans le descriptif qui a été fait, il n'y avait pas eu de distinction véritablement faite entre deux personnages. Grégoire, ce n'est pas là le prénom, et c'est l'abbé Grégoire, le célèbre révolutionnaire à l'origine de l'abolition de l'esclavage, et son collègue Jagot, et ils sont tous les deux parlementaires français, membres de la Convention, et ils sont envoyés comme représentants en mission dans ce qui est le nouveau département des Alpes-Maritimes au début de l'année 1793 pour vérifier que ces territoires nouvellement acquis par la République, et notamment l'ancienne principauté de Monaco, qui en février 1793 donc, est annexée à la France, que donc l'esprit républicain, l'esprit révolutionnaire règne bien dans ces nouveaux territoires. Au maintien de l'esprit républicain, Absolument. on peut dire. C'est leur mission. Et cette lettre n'avait pas du tout été attribuée à l'abbé Grégoire, mais simplement parce qu'est évoqué le général Biron, avait été indexée à ce nom de général Biron. Et donc évidemment, le contenu nous intéressait de toute façon, mais ça a été l'heureuse surprise de voir que là, on avait affaire à une lettre autographe de l'abbé Grégoire. Merci beaucoup Thomas pour la découverte de ces trésors et surtout leur acquisition ici au Palais. Merci. À bientôt Alexandra.